tout à l'heure. Place pour commencer à notre plat du jour. Les bonnes choses se penchent aujourd'hui sur la nécessaire révolution alimentaire à conduire pour permettre à une population toujours plus nombreuse de se nourrir toujours plus sainement dans un climat toujours plus dégradé. Comment créer un avenir alimentaire durable? C'est la question que nous allons poser. Bruno Parmentier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes consultant et essayiste, spécialiste reconnu mondialement des questions d'alimentation et d'agriculture. Solution pour nourrir quelques 10 milliards de terriens en 2050. Quel est pour vous le plus grand défi aujourd'hui? Bon, le plus grand défi tout court au XXIe siècle, c'est le réchauffement de la planète. Et pour l'alimentation, elle est 3 fois concernée. Alors, elle est concernée parce que l'agriculture, c'est elle qui souffre. Le réchauffement de la planète, c'est grave pour les coiffeurs et les marchands de téléphones portables, mais c'est surtout grave pour les agriculteurs. Parce que c'est eux qui utilisent le rayonnement solaire, l'eau, le climat, etc. Donc c'est les premières victimes. Mais c'est aussi très important parce que ce sont de très gros contributeurs aux gaz à effet de serre. Grosso modo, notre alimentation, l'agriculture, l'alimentation et tout ce que ça produit, c'est le quart des gaz à effet de serre. Donc d'un côté, il faut produire avec une planète qui se réchauffe, et d'un autre côté, il est urgentissime de produire en produisant moins de gaz à effet de serre. Et puis elle est une 3e fois concernée, et c'est ça qui est très intéressant, c'est le seul secteur qui est 3 fois concerné, c'est le seul qui peut nous refroidir la planète. Parce que on a balancé tout un tas de gaz à effet de serre délétères. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'arrêter, mais on voit avec les gilets jaunes en ce moment que c'est très compliqué d'arrêter de réchauffer la planète, hein, parce que il faut changer de mode de vie et c'est très compliqué. Mais on peut peut-être récupérer une partie de ce carbone pour le renfoncer dans la terre. Et dans ces cas-là, c'est pas les plombiers, hein, c'est les agriculteurs. Comment on fait pour prendre le carbone et le renfoncer dans la terre? On plante des arbres et on couvre le sol en permanence. Donc c'est très intéressant de voir comment on va arriver à produire malgré le réchauffement de la planète. Et le défi, il est d'augmenter encore de 70% la production agricole mondiale. Grosso modo un tiers, parce qu'on va être un tiers de plus. Voilà. On est 7,6 milliards, on sera 9,8 milliards. Il faut un tiers pour nourrir un tiers de plus. Mais un deuxième tiers, parce qu'il y aura beaucoup plus de riches. Enfin, je vous parle du petit riche, hein. Le petit riche, quand il était très pauvre et qu'il a eu faim, le premier truc qu'il fait, c'est manger des produits animaux, manger de la viande ou du lait. Heureusement, souvent c'est que du lait ou que de la viande. Par exemple, en Inde, c'est plutôt du lait et pas beaucoup de viande. En Chine, c'est plutôt de la viande et pas beaucoup de lait. Mais il faut se rendre compte que la viande et le lait, c'est du concentré de végétaux. Parce que le poulet, par exemple, il mange comme nous. C'est exactement les mêmes ingrédients, pas préparés pareil, hein. Ils mangent du soja, du colza, du blé, du maïs. Sauf qu'il faut beaucoup de grains pour pouvoir faire du poulet. Donc dès qu'on se met à manger de la viande et à boire du lait, on augmente considérablement notre ponction sur la planète. Et je vois pas au nom de quoi on va refuser à des centaines de millions de classes moyennes des pays du tiers-monde de manger du poulet de temps en temps. Donc c'est 2 fois un tiers. Et puis, malheureusement, plus on est riche, plus on gâche, malgré tous nos efforts. Et donc, il faut encore augmenter de 70%, et ça va être extrêmement difficile, notamment en Afrique où il faut tripler, ou en Asie il faut doubler, parce que chez nous, il ne faut pas augmenter. Chez nous, on mange trop, on fait plus d'enfants. Mais partout ailleurs, il faut augmenter. Et ça va être extrêmement difficile de le faire avec les effets délétères du réchauffement de la planète. L'impact du réchauffement climatique, et d'ailleurs dans les deux sens, hein, l'impact de notre agriculture et de notre alimentation sur le climat d'un côté, et l'impact du réchauffement climatique sur notre agriculture et sur l'alimentation. Le plus grand défi, nous dit Bruno Parmentier, aujourd'hui 800 millions de personnes souffrent de la faim. Qu'en sera-t-il quand on sera 9 ou 10 milliards? Est-ce qu'on a les moyens de nourrir autant de personnes? Alors, oui, on a les moyens. Deuxièmement, prenons du recul. Il y a 800 millions de gens qui ce soir vont se coucher avec le mal au ventre en disant « J'ai faim, j'ai pas mangé, comment je fais pour manger demain ?» Et il y a 1 milliard de gens de plus qui ce soir vont se coucher avec le ventre plein, mais ils ne mangent qu'une seule chose, tous les jours la même chose, donc leur santé est gravement détériorée parce qu'ils mangent que du manioc ou que du riz. Mais les 800 millions, il faut se rendre compte que c'est une constante. En 1900, nous étions 1,8 milliard, il y avait 800 millions de gens qui avaient faim. En 1950, nous étions 3,5 milliards, il y avait 800 millions de gens qui ont faim. Aujourd'hui, nous sommes 7,6 milliards, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Il y a une espèce de loi dans l'histoire de l'humanité, quel que soit le nombre de gens sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Mais on peut voir ça positivement. Depuis 1900,
on a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. La productivité agricole a augmenté d'une façon considérable. Rien que depuis les années 50, la population a doublé, mais on a multiplié par 3,5 la production mondiale de riz et de blé, par 5 la production de maïs, par 5 la production de fruits et légumes, et même par 14 la production de poulet. Donc d'un côté on se dit 70% de plus, allez ça va le faire, on a fait 3 fois plus, etc. Et malheureusement c'est beaucoup plus difficile, parce que plus on a amélioré la productivité, plus les marges de productivité nouvelles sont difficiles. Et jusque-là on l'a fait en pillant les ressources de la nature. Grosso modo, on sait produire plus et pas toujours mieux avec énormément de ressources. Maintenant, il faut produire plus et mieux avec moins, alors même que ça devient plus difficile parce que le réchauffement de la planète arrive. Une équation complexe, hein, oui. Et donc, je pense qu'il y a des chances qu'on mange à 10 milliards, et il y a des chances que cette loi continue, qu'il y ait 9 milliards d'œufs qui mangent et 800 millions de gens qui ont faim. Mais pour pouvoir faire ça, il faut quelque part que ceux qui mangent trop, dont le problème c'est l'obésité, etc., mangent mieux. Par exemple, chez nous, manger mieux, c'est moins de lait, moins de viande, moins de matière grasse, moins de sucre, moins de sel. Alors ça peut paraître un peu dur, mais c'est plein de bonnes choses, c'est plein de légumes de saison, locaux, c'est plein de légumineuses. On va y venir sur qu'est-ce qu'il faut manger, donc, effectivement. Il y a quand même beaucoup de choses, mais chez nous, si on peut manger 2 fois moins de viande, c'est pas plus mal, et d'ailleurs c'est ça qui a commencé. Nous avons amorcé notre décroissance de production de viande et de lait, c'est en partie pour ça que tout notre système d'élevage est en crise. Peut-être pour bien comprendre, en France, au XXe siècle, on s'est fixé sur le millésime. Dans les années 30, on mangeait 30 kilos de viande et 30 kilos de lait par an et par personne. Dans les années 50, on est passé à 50 kilos, dans les années 80, 80 kilos, et au tournant du siècle, 100 kilos de viande, 100 kilos de lait. Alors bien entendu, notre élevage, il a fait de la quantité. C'était éblouissant. Bien. Et ça y est, la viande et le lait sont devenus moins à la mode. Et donc maintenant, les critiques arrivent. La souffrance animale, les scandales dans les abattoirs, est-ce que ça donne le cancer, l'artériosclérose, etc. Est-ce qu'ils mettent des antibiotiques dedans, etc. Et ça y est, on a amorcé la décrue, c'est-à-dire on est passé de 100 kg de viande à 85 kg de viande et 100 kg de lait à 90 kg de lait. Alors il faut accompagner ça. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est retourner à quelque chose de normal, entre guillemets, pour la santé, la nôtre et celle de la planète, en moyenne 50 kilos par tête de pipe. Ça veut dire qu'il faut encore réduire, nous, de 30 à 40% notre consommation de viande et de lait. Mais du point de vue de la santé, on sera en bien meilleure santé si on en prend moins. On en prend beaucoup trop, et nous avons les maladies des pays riches de ceux qui mangent trop. Donc ce sera nettement meilleur pour la santé. Et il faut faire pour la viande et le lait, chez nous, ce qu'on a fait pour le vin. Parce que dans le même temps, dans les années 50, le litron, il faut dire, ça y allait, c'était 140 litres de vin par tête de pipe par an. Maintenant, il n'y a plus que 40. Mais on a toujours des viticulteurs. Mais ils ont dit, du vin, t'en veux moins, ce sera que du bon, que du cher. Et donc, on a inventé le deuxième verre, on met plus d'eau dans son vin, etc. Il n'y a plus de litron, on le vend par 75 centilitres, et tout le monde est relativement content. Et donc, il va falloir retourner notre système d'élevage entièrement sur la qualité, alors qu'il est actuellement entièrement sur la quantité. Ce sera nettement meilleur pour la planète, nettement meilleur pour la santé, mais il faut accompagner cette mutation énorme. Mais ça, c'est chez nous. On ne va pas dire aux Africains qui sont encore végétariens, restez végétariens. Mais en même temps, on peut leur dire, si votre programme c'est zébu frites tous les jours, vous n'allez jamais y arriver. Restez quand même fondamentalement végétarien. Mais vous pouvez faire ce qu'Henri IV préconisait, la poule au pot tous les dimanches. Je ne vois pas au nom de quoi on va leur refuser aux Africains de manger du poulet le dimanche. On va pas mentir sur le gaspillage. Oui, alors, parlons un peu de chiffres. Nous introduisons 1 tonne par an par notre bouche. À peu près 600 kg de liquide, 400 kg de solide, à peu près 1 kg par jour. Donc, si je suis logique, si je dis on jette un tiers, on mange 400 kg, ça veut dire qu'on jette 200 kg. On a produit 600 kg. Mais ensuite, il faut se dire, globalement, plus on est riche, plus on jette. Alors on jette moins que les Américains, mais on jette plus que 200. Moi j'estime qu'on jette 240 kilos. Chaque Français jette 240 kilos. Alors on culpabilise ce qu'on jette nous dans notre cuisine, mais c'est un système global. Il y a 3 tiers grosso modo. Un tiers, à peu près 80 kilos, il reste au champ. Par exemple, les carottes tordues restent au champ.
Mais le poisson, c'est encore pire. On récupère tout, et puis on jette ce qui est trop gros, ce qui est trop petit, ce qui est hors norme, ce qui est etc., etc. 80 kilos. Alors ensuite, il y a à peu près autant 80 kilos dans le système industriel, dans le transport, dans l'industrialisation et dans la commercialisation. Et puis encore 2 fois 40 kilos, 40 chez nous, 40 au restaurant. Et donc, les marges de progression pour gâcher moins, elles sont absolument gigantesques. Il faut arrêter de gâcher, il faut manger des légumes moches, il faut arrêter de mettre des dates limites de production, etc. Et quand on mange des petits pois, il faut tout garder. Il faut tout manger. Et à la fin, les restes de légumes, on les met dans la soupe du soir, etc. Comme vous disiez, Parmentier. Allez, une boutade. Vous aimez le bœuf carotte, par exemple, hein, ça pourrait on enlève le bœuf? Non, on passe à la carotte au bœuf. Pourquoi 2 fois plus de carottes, 2 fois moins de bœuf? 50% de gaz à effet de serre en moins. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est obsédé comme ça par la viande? Il n'y a qu'à regarder les menus des restaurants, ils n'annoncent que la viande. Il y a même des restaurants qui disent la viande, et puis pour les légumes, vous allez prendre, de toute façon, c'est gratos, vous reprenez, etc. Mais dans d'autres pays, par exemple en Afrique du Nord, ils ne sont pas obsédés comme ça. Vous choisissez couscous ou tagine, puis ensuite, vous dites l'accompagnement, ça va être avec des merguez, etc. Il n'y a pas que l'alimentation, Bruno Parmentier, vous le dites très bien, il y a aussi l'agriculture. Est-ce que l'agroécologie intensive, c'est possible, c'est la panacée? Oui, c'est-à-dire que jusque-là, on ne connaissait rien au vivant. Il faut se rendre compte que dans 1 gramme de terre, de forêt, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Sous 1 mètre carré de sol, il y a 230 millions d'êtres vivants. On ne connaît absolument pas les êtres vivants, et notamment les êtres vivants qui sont tout petits. Et c'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance avec la liaison entre l'infotech et la biotech. On va faire connaissance enfin avec ces 90% des êtres vivants qu'on ne connaissait pas. Et donc, notre agriculture chimique et avec le labour détruit tout parce qu'on avait peur de ce qu'on ne connaissait pas. Et donc, au lieu d'une agriculture qui a peur de la nature et qui détruit la nature, on va faire connaissance avec la nature, on va aider ces 230 millions d'êtres vivants, de bébêtes, à faire leur travail de bébêtes. Alors par exemple, on va arrêter d'acheter des engrais, on va cultiver nos engrais en couvrant les sols en permanence. On va arrêter d'acheter des herbicides, on va cultiver nos herbicides, on va cultiver des plantes de service qui vont nous rendre service. On va arrêter d'acheter des insecticides, on va élever nos insecticides, on va élever des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Manon Dugré, ça c'est un idéal.